Merci d'être parmi nous, Christian de Pertuis. Vous êtes professeur associé d'économie et fondateur de la chaire d'économie du climat à l'université Paris-Dauphine. On peut dire que vous êtes tombé dans le climat en 2003 et depuis vous êtes expert sur le sujet. Vous avez écrit plus d'une dizaine d'ouvrages, dont celui intitulé « Le tic-tac de l'horloge climatique » aux éditions De Buck. Et votre dernier ouvrage, Covid-19 et réchauffement climatique, plaidoyer pour l'économie de la résilience, qui est en ligne, je crois, actuellement, en version numérique, et qui sera chez tous les bons libraires à partir du 15 octobre. 13 octobre. Eh bien, écoutez, tant mieux, c'est plus tôt. Christian de Pertuis, c'est à vous pour 20 minutes. Bien, merci beaucoup. Je suis absolument ravi de participer avec vous à cet après-midi de réflexion sur climat et agriculture. Et je dois dire que Agridé est évidemment tout à fait... c'est vraiment le moment de s'emparer de cette problématique qui va être une problématique qui n'est pas près de nous quitter, puisque quand on parle climat, on est sur le temps long. Vous avez cité l'accord de Paris et les objectifs de limiter le réchauffement global à 2 degrés, si possible 1,5 degré. Et je voudrais tout de suite faire le lien entre l'objectif de l'accord de Paris et ce qu'on appelle la neutralité carbone. Donc vous voyez, ma présentation va être en 2 temps. Les implications de la neutralité carbone et ensuite les leviers de l'action. 5 leviers d'action. Je n'ai pas la prétention de donner tous les leviers d'action et encore moins de répondre à toutes les questions que vous m'avez posées. Les experts, vous savez, plus ils travaillent sur un sujet, plus ils se rendent compte de leur méconnaissance. Donc je suis venu ici aussi beaucoup pour apprendre en vous écoutant. Depuis l'accord de Paris, les objectifs de réduction d'émissions, d'atténuation du changement climatique sont définis en termes de neutralité carbone. Et il faut bien comprendre ce que signifie cette neutralité carbone globale. Il ne s'agit pas d'une neutralité carbone microéconomique. Lorsque vous prenez l'avion, maintenant, on vous propose d'acheter des offsets pour faire la neutralité de votre voyage. La neutralité carbone globale, c'est quelque chose de très important. Ça vise à ramener le niveau global des émissions brutes de gaz à effet de serre à la capacité d'absorption des puits de carbone. Autrement dit, ça vise à stabiliser le stock de gaz à effet de serre qui est au-dessus de nos têtes. Et tous les climatologues nous le répètent, ce qui réchauffe la planète, ce n'est pas le montant de nos émissions annuelles, c'est la variation du stock. Et ce stock présente une incroyable inertie. Ce qui fait que même si nous réduisions massivement les émissions de gaz à effet de serre durant les 2 prochaines décennies, le stock, lui, ne serait probablement pas encore stabilisé. Alors pour atteindre cette neutralité carbone, il faut marcher sur 2 jambes. La première jambe, c'est la plus connue, notamment la plus connue des experts du climat, c'est celle de l'énergie. Nous avons un système énergétique qui fonctionne aujourd'hui à partir de 3 sources, charbon, pétrole, gaz, qui fournissent plus de 80% de l'énergie dans le monde. Et nous avons vécu des transitions énergétiques durant les 2 siècles derniers qui étaient dans une logique de l'accumulation, de l'empilement des sources. On avait au démarrage la biomasse, on a rajouté le charbon, on n'a pas enlevé la biomasse, on a rajouté le pétrole, on n'a pas enlevé le charbon, on a rajouté le gaz d'origine fossile, on n'a pas enlevé le pétrole. Fondamentalement, la transition énergétique consiste à basculer d'une logique de l'addition vers une logique de la substitution. Autrement dit, réduire massivement et rapidement les 3 sources d'énergie fossile. Cet enjeu de la transition énergétique représente environ 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Autrement dit, il n'y a aucun schéma de trajectoire limitant le réchauffement à 2 degrés qui ne passe pas par une accélération de cette transition énergétique qui en est à ses prémices. La deuxième jambe de la neutralité carbone, c'est celle des puits de carbone. Et souvent, lorsqu'on parle des puits de carbone, notamment dans les milieux un peu technologiques, on imagine des systèmes de captage et de stockage artificiel du carbone qui va aller sous terre. Fondamentalement, l'enjeu du puits de carbone, c'est l'enjeu des puits de carbone naturels. Il y a 2 grands puits de carbone naturels, l'océan
et la biosphère. Et sur la biosphère, nous savons tous que ce sont les plantes, et les plantes pérennes qui captent le CO2 via la photosynthèse et qui, ensuite, le stockent dans le sol. Dans l'océan, c'est la même chose, simplement c'est des êtres vivants qui sont sous l'océan. Mais les algues, lorsqu'on détruit des algues, on fait exactement de la déforestation sous-marine. Cet enjeu de la biosphère, il est fondamentalement dépendant de la façon dont on va organiser le sol pour l'utiliser, soit à des usages de protection de la forêt, soit à des usages d'infrastructures urbaines, d'infrastructures de transport, soit à des usages agricoles. On estime dans le monde, 5e rapport du GIEC, que l'ensemble des usages de la terre, via la déforestation tropicale et via le développement de l'agriculture, représente environ 25% des émissions de gaz à effet de serre. Il y a donc un triple enjeu pour les mises en valeur agricoles. Et ce que je voulais dire avant de passer à la suite, c'est que cette transformation de l'agriculture en fonction du climat est aussi importante, voire plus importante à terme que la transition énergétique. On parle beaucoup de la transition énergétique. La transition que j'appelle agroécologique, qu'on pourrait aussi qualifier de marche vers l'agriculture écologiquement intensive, est aussi important à moyen et long terme que la transition énergétique, et peut-être même plus, parce qu'elle met en jeu notre rapport au vivant et notre rapport avec les écosystèmes. Je vois 3 enjeux pour l'agriculture. Le premier, c'est que pour atteindre la neutralité carbone, il faut tenir compte du CO2, mais aussi des gaz à effet de serre hors CO2. Or, l'agriculture est, dans le monde, la première source d'émissions de gaz à effet de serre hors CO2, que sont le méthane et le protoxyde d'azote. Ces émissions représentent à peu près 15% des émissions mondiales et 20% des émissions de la France. Vous voyez sur la courbe que les émissions de l'agriculture ont une certaine résistance à la baisse parce que ce sont des émissions qui sont des émissions de process. Et donc c'est effectivement très compliqué de changer les mises en valeur agricoles. Et vous voyez que depuis 2005, il y a eu un décrochement des émissions hors agricoles. Ce décrochement va s'accélérer avec la transition énergétique et l'agriculture devra faire face à une situation dans laquelle elle va être en décalage croissant par rapport aux émissions de CO2. Donc premier enjeu, les émissions de gaz à effet de serre hors CO2. Deuxième enjeu, les changements d'usage des sols. Dans le monde, depuis que se développent les systèmes agricoles ont mordu historiquement sur les forêts. Ça a commencé très longtemps en Europe au XIe siècle. Ça s'est très fortement développé en Amérique du Nord. Depuis 1950-1960, c'est essentiellement les massifs forestiers tropicaux qui subissent cette déforestation, qui représente à peu près 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Il n'y aura pas de chemin vers la neutralité carbone si on n'arrive pas à inverser cette tendance. Et donc il faut trouver des mises en valeur agricoles qui limitent cette emprise des surfaces, et ceci exclut d'extensifier l'agriculture à l'hectare. Car très souvent, dans les gens qui ne connaissent pas l'agriculture, ils vous disent « on va extensifier l'agriculture ». Non, on ne peut pas extensifier l'agriculture, parce que si on extensifie l'agriculture, on va mordre de plus en plus sur les surfaces. Le troisième enjeu, c'est l'usage des sols à l'intérieur de l'agriculture. Les travaux des chercheurs agronomes, dont je ne suis pas, moi je suis qu'un modeste économiste, nous montrent que les sols, c'est quelque chose de vivant. Et suivant la façon dont on travaille des sols, on peut exporter ou importer du carbone. Et donc je crois qu'un enjeu majeur pour cheminer vers la transition bas carbone, ce sera l'enjeu des sols. Les sols sont vivants, leur santé, leur vivacité permet de stocker du CO2, permet aussi de stocker de l'eau, permet d'avoir beaucoup d'aménités environnementales. Leur mauvais usage, au contraire, déstocke du carbone. Donc on a 3 défis pour la transformation agroécologique. Les gaz à effet de serre hors CO2, arrêter la déforestation et reconsidérer de façon majeure l'importance des sols agricoles dans les mises en valeur. Je vous montre au passage où on en est en France sur ce phénomène de stockage, déstockage du CO2.
vous avez, c'est un peu une courbe de prof, hein, bon, donc je vais vous faire un peu l'explication. Vous avez en bâtonnet bleu l'estimation annuelle du stockage de CO2 par l'ensemble des sols en France. Vous voyez que le puits de carbone, en dehors de la tempête Lothar-Martin, qui en 2000 a fait un brusque relâché de carbone, était plutôt en léger accroissement jusque vers 2007-2008. Depuis le début des années 2010, nous avons une diminution du puits de carbone global. Cette diminution du puits de carbone global vient du moindre stockage du CO2 par les forêts. Les usages hors sol, des sols hors forêt recoupent deux usages principaux. Un, des usages agricoles, qui aujourd'hui émettent en net plus de CO2 qu'ils n'en captent, et les changements d'usage qu'on appelle artificialisation des sols. Dans la stratégie nationale bas carbone, hein, on vise un horizon 2050 de plus que doubler le puits de carbone. On vise d'atteindre à peu près 90 millions de tonnes de CO2 stockées. Pour l'instant, c'est une variable d'ajustement. Quand vous demandez aux responsables de la politique climatique comment on fait, ils ne savent pas vous dire. Donc je crois que vous voyez que la question du stockage, des stockages de carbone est une question qui ne concerne pas que le Brésil ou les pays en voie de développement, ça nous concerne aussi directement. Alors maintenant, je voudrais, dans le temps qui me reste, c'est-à-dire 10 petites minutes, je ne peux pas revenir en arrière, bon, c'est pas grave, si voilà. Je voudrais vous décrire 5 leviers d'action qui me paraissent importants pour amorcer et développer cette transformation agroécologique. Et je suis très modeste, hein, je n'ai pas la prétention d'avoir la connaissance. Hein. Je travaille sur ces questions-là depuis 15 ans. Plus je travaille sur les questions du changement climatique, plus je découvre mon ignorance. Hein. Donc ce sont vraiment des pistes. La première, vous l'avez beaucoup citée, Président, c'est évidemment l'adaptation de l'agriculture aux impacts du changement climatique. Moi, je suis très frappé par le fait que les politiques climatiques, qu'elles concernent les agriculteurs ou les citoyens, en général, on vous dit qu'il faut réduire vos émissions de gaz à effet de serre. Bon, ok, mais peut-être serait-il plus motivant de dire aux citoyens et aux agriculteurs, vous faites face à des impacts qui vont se durcir dans les décennies qui viennent, quel que soit le scénario d'émissions. Et donc, il faut mener des politiques de renforcement de la résilience par rapport à son impact. C'est le sous-titre de mon prochain ouvrage. Et lorsqu'on creuse les méthodes d'adaptation aux impacts du changement climatique, on s'aperçoit que très souvent, les méthodes de l'agroécologie, qui sont des méthodes qui visent à introduire de la diversité du vivant dans les pratiques agricoles, qui visent à utiliser les complémentarités du capital naturel, les assolements pour les sols, le biocontrôle, les haies, etc., sont des méthodes qui permettent aussi de renforcer la résilience par rapport aux impacts du changement climatique, notamment par rapport aux pics de chaleur et encore plus par rapport aux variations hydriques et notamment au stress hydrique. Deuxième point, je crois que la transition énergétique en cours donne beaucoup d'opportunités pour l'agriculture en Europe, mais aussi dans les pays en voie de développement. Pourquoi? Parce qu'on va basculer d'un système énergétique centralisé sur 3 sources d'énergie fossile vers des systèmes dans lesquels les méthodes décentralisées de production d'énergie vont prendre de l'importance et notamment dans lesquelles les impacts territoriaux de ces méthodes décentralisées vont être importantes. Il y a là des opportunités pour l'agriculture, pour la production évidemment de bioénergie, notamment le biogaz. Mais il faut que ces pratiques de bioénergie ne rentrent pas en compétition directe avec les productions alimentaires ou avec les objectifs de non-déforestation. Je pense que ces productions énergétiques, les nouvelles ressources renouvelables, qu'elles soient solaires, qu'elles soient décentralisées, offrent des opportunités sur les territoires pour les agriculteurs, beaucoup plus que des centrales nucléaires ou des raffineries de pétrole. Et enfin, on parle beaucoup d'hydrogène, le plan hydrogène. Bon, peut-être que demain, on pourra produire de l'hydrogène à partir de matières premières agricoles. Donc là, il y a vraiment tout un champ nouveau sur les débouchés. Troisième point, peut-être l'un des plus importants, les modèles alimentaires et les circuits courts ou, au-delà des circuits courts, je dirais,
le rapprochement des producteurs et des consommateurs, il y a une donnée incontournable. La donnée incontournable, c'est que le modèle alimentaire hérité dans les pays développés avec beaucoup de produits animaux, et notamment beaucoup de produits animaux issus des ruminants, est un modèle qui n'est pas compatible avec la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Il y aura donc, dans les décennies qui viennent, une pression croissante pour réduire la part de ces produits dans la ration alimentaire, et il y aura aussi une pression croissante de la part des consommateurs pour plus de traçabilité, plus de sécurité, plus de valeur donnée à la résilience et aux produits locaux. Je n'ai pas du tout en tête une démondialisation ou un retour à la polyculture élevage d'il y a 40 ans, mais je pense qu'il faut retrouver de nouveaux équilibres entre production animale, production végétale, probablement moins spécialiser les systèmes agricoles, valoriser les circuits courts et évidemment réduire les produits sur lesquels on ne peut pas produire massivement sans émettre de CO2, à savoir principalement les filières bovines et ovines. Quatrième levier, vous l'avez cité aussi, la réforme de la PAC. Alors bon, moi je me souviens, j'ai débuté ma carrière un peu dans le secteur agricole, parce que je me suis occupé des services économiques, des chambres d'agriculture, j'ose pas dire quand, mais il y a très longtemps. Bon, déjà c'était la réforme de la PAC, c'était McCharry, c'était les quotas laitiers, etc. Bon, la réforme de la PAC elle est incessante, mais fondamentalement, la PAC d'hier a été une très grande réussite. Pourquoi? Parce qu'elle a garanti des prix, elle a agi sur les prix. Moi je pense, c'est votre deuxième table ronde qui va parler de valeur, je pense que la PAC de demain doit agir sur les prix et sur les valeurs. Et notamment, elle doit trouver de multiples moyens de valoriser les services écosystémiques. Aujourd'hui, si on bascule vers des systèmes agricoles qui protègent mieux le sol et qui stockent du CO2 dans le sol, il faut le payer. Si le stockage du CO2 dans le sol permet de mieux gérer les systèmes hydriques, ce qu'il fait, il faut le payer. Si les haies permettent de restaurer des écosystèmes plus vivants, il faut les payer. Et donc je crois que le grand combat, moi je ne suis pas un syndicaliste, hein, mais il y en a dans la salle, hein, mais le grand levier d'action sur la PAC, il faut évidemment raisonner au niveau européen, mais c'est de trouver des nouvelles méthodes pour valoriser ces services écosystémiques, comme hier on a valorisé les agriculteurs qui arrivaient à produire du blé, des gros bovins et du lait. Dernier point, l'action contre les fuites de carbone et la solidarité avec le reste du monde. Vous voyez qu'avec cette épidémie du Covid, de laquelle malheureusement nous ne sommes pas sortis, la question de la mondialisation à tout va est remise en question. Vous voyez qu'aujourd'hui, à Bruxelles, on discute de ce qu'on appelle un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Même les Allemands sont convertis à ce mécanisme d'ajustement aux frontières pour protéger les productions industrielles contre des importations de produits industriels à forte composition, à forte teneur en CO2. Mais il y a là évidemment une voie à explorer pour les agriculteurs, car on importe du CO2 de façon indirecte dans nos produits industriels, mais on en importe aussi dans nos productions agricoles, notamment sur toute la filière de protéines animales. Et donc, autant l'agriculture n'a pas beaucoup de chances d'obtenir la moindre protection aux frontières si on met en avant le revenu des agriculteurs, si on met en avant les impacts écologiques destructeurs de certains biens agricoles importés, là, il y a véritablement un enjeu politique extrêmement important. Est-ce que cette protection aux frontières vise le protectionnisme, vise l'isolement des agriculteurs? Non, car dans l'agriculture comme dans l'industrie, les Européens ne pourront construire une protection à leurs frontières basée sur le CO2 que si, simultanément, il y a un renforcement de la solidarité internationale vis-à-vis des pays moins avancés, vis-à-vis des pays du Sud, solidarité qui passe par des mécanismes financiers généraux et qui passe aussi sur le terrain, je crois, par un renforcement de la coopération et de l'investissement dans l'agroécologie dans les pays au sud du Sahara, mais aussi dans d'autres régions du monde, car nous savons bien que la crise sanitaire aujourd'hui renforce incroyablement
la fragilité de ces systèmes, renforce incroyablement, vous avez fait allusion, l'équilibre alimentaire, la vulnérabilité alimentaire d'un certain nombre de pays. Si rien n'est fait, effectivement, on aura des crises alimentaires et on perdra le bénéfice des progrès qui ont été faits depuis deux dizaines d'années. Voilà, si vous voulez, les 5 leviers d'action que j'ai identifiés modestement. Il y en a peut-être beaucoup d'autres. Je serai très attentif à vos débats pour essayer d'en trouver d'autres. En conclusion générale, je voudrais dire juste une chose. Moi, j'ai été très frappé dans le débat public sur l'épidémie. On a beaucoup parlé des invisibles, hein, qui ne sont pas du tout invisibles, hein, les personnels soignants, les personnels qui ramassent les ordures, etc. Et on n'a pas parlé des agriculteurs. Mais voyez que pendant toute la crise sanitaire, pendant tout le confinement, le secteur agricole a été probablement de façon invisible le secteur qui a continué à produire. Les exportations de grains ne se sont pas interrompues. Donc je crois qu'un argument tout à fait important sur le plan politique, c'est de dire que dans les invisibles, pour lesquels il faut évidemment de toute urgence rehausser le statut dans la société et rehausser souvent les rémunérations, eh bien, le monde agricole a une part tout à fait importante. Merci de votre attention. Merci.